Soif de culture. Soif de culture. Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno. Animé par Richard Boussinotte. Carl Boivin, agronome et chercheur à l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement à l'IRDA de Québec. Au cours de ses 15 années passées au sein de l'IRDA, Carl Boivin a travaillé sur plus de 35 projets de recherche, principalement dans la production maraîchère et la production fruitière, et avec comme sujet principal la gestion optimale de l'eau. Donc, c'est au total 23 projets. On va en savoir plus, on va en découvrir plus dans les prochaines minutes avec mon invité, Carl Boivin, à votre balado agricole Soleno, Soif de culture. Bonjour, bienvenue. Mon nom est Richard Boussinotte. Merci d'être là. Aujourd'hui, mon invité, Carl Boivin, il est chercheur. Il est agronome et chercheur à l'Institut, en fait, on dit IRDA à Québec. Carl Boivin, bonjour. Bonjour Richard. Juste pour spécifier aux gens, on se connaît quand même depuis quelques années, alors ça va peut-être être plus le tu que le vous, là, parce qu'on était plus mal à l'aise un petit peu au début, on s'en est parlé tantôt. Oui, je préfère le tu, Richard. Je préfère le tu, bon, bien. Là, je vais commencer d'abord. Carl Boivin est agronome et possède une maîtrise en biologie végétale de l'Université Laval, puis il est à l'emploi de l'IRDA depuis 2002, d'abord comme étudiant, puis professionnel de recherche depuis 2007 comme chercheur. Quand on a fait le cours d'agronome, on a-tu dit on va se spécialiser dans la recherche ou c'est arrivé? Comment c'est arrivé? En fait, justement, j'ai commencé à l'IRDA en 2002, comme tu l'as dit, comme étudiant. J'étais un étudiant au bac en agronomie, puis comme étudiant d'été, l'IRDA engage les étudiants d'été. Puis là, on se retrouve à travailler finalement dans des projets de recherche souvent c'est un chercheur, mais on côtoie quand même aussi, on a l'occasion de côtoyer plusieurs chercheurs. Fait que je dirais que c'est quand même un environnement qui est propice à s'initier à la recherche. Fait éventuellement, j'ai travaillé ici quelques étés pour finalement décider il y avait un projet de recherche qui se prêtait bien à faire une maîtrise. Donc j'ai sauté sur l'occasion, puis c'est comme ça que j'ai fait ma maîtrise à l'IRDA, avec l'Université Laval, mais aussi sur un projet qui a été réalisé là, à l'IRDA. Fait que c'est un peu la façon que je suis arrivé ici. Puis l'étudiant, dans le fond, est resté à l'emploi, finalement. Il n'est jamais reparti, c'est un peu ça? Non, j'ai réussi à m'incruster, pas m'incruster, mais m'incruster. Ouais. Fait que, en initiant des projets, là, éventuellement, mais par la suite. Ouais. Carl Boivin, je veux juste, pour spécifier les gens là qui sont avec nous, je veux nous, on dit IRDA, on sait, mais pour les gens qui nous écoutent, des gens de l'agriculture vont vous connaître. Vous êtes situé à Québec. On dit-tu le parc industriel, le parc Einstein ou la rue Einstein? C'est la rue Einstein, mais c'est le parc technologique que ça s'appelle. Il y a différentes... il y a le CRIC, là, qui est le centre de recherche industrielle. Pas le centre de recherche, mais en tout cas, il y a différents organismes là, qui sont rassemblés dans ce parc techno-là, dont l'IRDA. Nous, on est au complexe scientifique. Puis l'IRDA, c'est quoi? Parce que vous avez un conseil d'administration, vous avez des gens de l'extérieur, je pense qu'il y a des producteurs. Juste pour spécifier, pour bien démêler ça pour les gens. L'IRDA, je dirais que c'est une quinzaine d'équipes de recherche. Moi, je suis en production végétale, mais il y en a en production animale, qui touche aussi à l'entomologie, à la phytopathologie, à la gestion de l'eau, différents thèmes de recherche. On a un noyau, quand même, le plus gros noyau est au complexe scientifique à Québec, mais on a aussi une plateforme de recherche qui est spécialisée en agriculture biologique à Saint-Bruno de Montarville, où il y a, je sais pas trop, mais je sais plus par cœur, mais il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui sont là-bas. On a aussi une station de recherche à Deschambault, dans Port-Neuf. On a une à Saint-Lambert-de-Lauzon, là, sur la rive sud de Québec. Puis on a aussi un verger expérimental là, au parc Saint-Bruno, qui est près là, justement du site de Saint-Bruno. Donc c'est à peu près, je dirais, peut-être un peu plus qu'une centaine, là, 120, 125 personnes là, qui travaillent. On parle de recherche, évidemment, c'est toujours l'honneur de la guerre, le financement. Comment ça fonctionne? Je pense qu'il y a le MAPAC, il y a le gouvernement un peu. Après ça, vous avez des projets privés, c'est un peu ça. Il y a des gens qui vous donnent un contrat. En fait, l'IRDA, à l'origine, c'était au MAPAC. C'était, je dirais, la branche recherche là, du ministère. Donc, à une certaine époque, fin années 90, le MAPAC a privatisé
en fait, a créé différentes corporations, dont l'IRDA, mais il y a d'autres comme le CRAC, je pense qu'il y en a une dizaine ou une quinzaine, là, je les connais pas par cœur, mais fait que ça a permis, en fait, c'est là que l'IRDA a été créé. Donc, cette année, d'ailleurs, on fête notre 25e anniversaire, mais on fait de la recherche appliquée. Fait que la recherche appliquée, c'est en agro-environnement, fait qu'on est vraiment axé sur les problématiques actuelles, je dirais, ou qui sont rapidement déployables sur le terrain. Donc, comment on finance tout ça? Il y a un financement de base qui vient du ministère de l'Agriculture, du MAPAC, mais aussi des programmes du ministère de l'Agriculture, mais d'autres aussi qui, justement, visent à régler certaines problématiques qui sont... Ça peut être de l'environnement, exemple, qui donnerait de l'argent pour un projet spécifique, oui? Souvent, mettons, il y a un appel de projet qui dit, on veut régler telle situation avec un insecte ou telle situation d'approvisionnement en eau. Donc, il y a l'IRDA qui monte un projet, qui soumet un projet, mais il peut y avoir aussi d'autres personnes à l'Université Laval ou dans d'autres corporations qui peuvent être appelées, en fait, à déposer des projets là-dessus. Souvent, c'est en collaboration avec le privé. Fait qu'il y a différents modèles qui existent, mais ça s'appuie principalement sur, en fait, d'obtenir des subventions de recherche qui visent à régler certains problèmes. Quand on parle de recherche, souvent, on va penser que c'est comme... En fait, c'est international. Est-ce que c'est un peu ça également? Faites-vous des échanges? Exemple, vous avez découvert quelque chose où, dans un autre pays, ils ont appliqué un procédé qui pourrait s'appliquer ici. Est-ce qu'il y a de l'échange aussi international qui se fait avec les gens de IRDA? C'est sûr que, comme je disais, on est un centre de recherche appliqué, mais il reste que beaucoup d'équipes ont je dirais qu'il y a une quinzaine d'équipes ont des contacts là, dans différents autres provinces, même autres pays. Puis, veut pas, je dirais pas qu'on se gave, mais on essaie de rester à jour dans notre domaine de recherche, justement, des différents projets qui se passent un peu partout là, sur la planète qui pourraient être applicables ici. Donc, c'est justement, c'est de voir qu'est-ce qui se passe, comment on pourrait adapter ça aux conditions du Québec, parce que des fois, les conditions ne sont pas tout à fait comme ici. Okay. Mais... Avant de revenir au projet, je vois, ce que je lisais, là, IRDA, on dit, parmi les secteurs d'activité, sujets ou projets de recherche, on compte production animale, fruitière, maraîchère, puis grande culture. Hein, ça, c'est... Puis ensuite, on dit protection des ressources, donc la santé des sols. C'est de plus en plus, j'allais dire à la mode, mais ça a toujours été à la mode, mais santé des sols, protection de l'eau, c'est encore plus vrai aujourd'hui. On rappelle qu'on est en juillet 2023, on est au courant un peu de la météo, puis qualité de l'air, ça c'est quelque chose peut-être qu'on entend moins parler, mais là, cette année, il y a eu en 2023 les feux de forêt, puis on commence à entendre dans différents médias, c'est quelque chose qu'on parle pas, mais qui est là quand même, la qualité de l'air. Donc, c'est les principaux secteurs de vos points de recherche ou de... La qualité de l'air, je peux me permettre, mais c'est plus Stéphane Godbout qui serait capable d'en parler, mais c'est peut-être plus à l'échelle d'un bâtiment agricole. C'est ça rejoint un peu le bien-être animal, comment ces bâtiments-là sont ventilés, mais il reste qu'il y a quand même probablement beaucoup de liens à faire entre la qualité de l'air en général puis celle à l'intérieur là, d'un bâtiment. Moi, j'aime toujours revenir un peu des fois à la base, puis on va revenir, mais Carl Boivin, tantôt, on a dit, vous avez été à l'Université Laval. Oui, mais avant d'arriver à l'Université Laval, souvent, il y a des gens qui sont dans l'agriculture aujourd'hui, mais qui ne sont pas issus du tout du domaine agricole. C'est-tu votre cas? Parce que vous avez étudié à la Pocatière, à l'époque, on disait l'ITA. Étiez-vous d'une famille de producteurs agricoles ou des gens d'agriculture? Non, même, mais je dis pas qu'à un moment donné, si je recule de 10 générations, il n'y en a pas un quelque part qui était producteur, mais dans je dirais le passé récent, j'ai pas de famille en agriculture, puis j'habite en fait, je suis originaire d'une municipalité qui est pas très agricole non plus. Je dirais que c'est de fil en aiguille un intérêt. Là. On a toujours le classique. J'avais un jardin chez mes parents. Même, je leur donne encore un coup de main en ce moment pour s'en occuper. En Beauce, hein? En Beauce. Saint-Prosper de Beauce. Pour ceux qui ont envie de regarder, de sortir Google Maps pour voir c'est où. Mais en fait, puis de fil en aiguille, justement, je suis allé à l'ITA, comme tu l'as dit. Après ça, j'ai vu qu'il y avait, pas que j'ai vu, mais je trouvais l'intéressant, le bac en agronomie. Puis, c'est ça, en débarquant à l'IRDA, mais ça m'a ouvert un peu en fait, ça m'a donné le goût de continuer en recherche. En recherche, donc, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui vont être en recherche, d'autres vont être des gens, soit qui vont travailler pour une entreprise qui sont dans la spécialité animale ou d'autres produits, peu importe. Donc, les débouchés sont quand même grands au niveau de votre formation? Le bac en agronomie, justement, il y a des cours en production animale, en production végétale. En fait, c'est assez général, mais justement, il y en a qui... le cours en agronomie en tant que tel,
est beaucoup basé pour former des conseillers agricoles qui vont conseiller les entreprises. Mais justement, il y a des entreprises dans un paquet de secteurs. Fait que et puis éventuellement, si tu veux justement te spécialiser, il y a la maîtrise, il y a le doctorat, mais c'est un peu pour te montrer un peu c'est quoi, pas le menu, mais c'est quoi les différentes productions, les différents sujets là, que tu peux approfondir là, par intérêt souvent. Je rappelle aux auditeurs, mon invité, c'est Carl Boivin de l'IRDA, donc chercheur agronome à l'IRDA. En fait, dans les notes que j'avais, parce que j'ai des gens qui m'aident un petit peu à faire, évidemment, des recherches, un petit peu beaucoup, on dit, en tant qu'agronome spécialiste et chercheur en gestion de l'eau, pourrais-tu nous donner, Carl, un aperçu de tes responsabilités quotidiennes ou le rôle auprès des producteurs, productrices agricoles, parce que tu as quand même une branche il y en a quelques-unes, mais entre autres, je voyais le maraîcher, mais il y a aussi au niveau de la gestion de l'eau, et nous, Soleno, évidemment, on est dans la maîtrise de l'eau pluviale. Je dirais que, officiellement, on s'appelle l'équipe en régie de l'eau. Régie de l'eau en production fruitière et maraîchère. On est, ça varie un petit peu selon les années, là, mais on est à peu près 7-8 personnes dans l'équipe. Moi, je suis chercheur, il y a des professionnels de recherche, il y a des techniciens agricoles, il y a aussi des étudiants l'été. Donc, on a, comme je disais tantôt, on a des plateformes de recherche, des centres de recherche où il y a une certaine activité qui se passe là. Moi, je suis davantage... En fait, mes projets sont beaucoup sur les entreprises agricoles. Cette année, l'année passée, j'étais sur une quarantaine d'entreprises, là, pas dans chaque région au Québec, mais fait que si on veut faire un projet dans les grandes cultures, on cherche des producteurs qui, finalement, font des grandes cultures, mais on est chez les producteurs de bleuets sauvages au Lac-Saint-Jean, mais bleuets nains, on appelle ça, je pense, bleuets sauvages cultivés maintenant. Les pommes de terre, les plantes fourragères, les fraises, le maraîchage et les légumes, mais toujours avec une thématique qui porte sur la gestion de l'eau. Puis je dirais que, pas en finissant, mais pour peut-être essayer de répondre un peu mieux à ta question, l'équipe, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de diminuer la vulnérabilité des systèmes agricoles au déficit hydrique ou au stress hydrique. L'irrigation, souvent on pense à l'irrigation, c'est une méthode qui est très efficace pour diminuer cette vulnérabilité-là, mais il y a un paquet d'autres facteurs, en fait, auxquels il faut s'intéresser, comme l'approvisionnement en eau. Est-ce que les systèmes culturaux tels qu'on les connaît pourraient être améliorés pour faire un meilleur usage de l'eau, les façons de faire. Fait que oui, quand c'est une question d'irrigation, c'est d'améliorer la gestion de l'irrigation, mais c'est de voir en fait comment cette eau-là qui provient de la pluie ou qui provient d'irrigation, en fait, s'intègre au système culturel. Puis comment on pourrait améliorer l'efficacité, là. En bout de ligne, c'est vraiment que la culture ait que l'eau utilisée, en fait, que l'eau apportée au système culturel ait la meilleure efficacité d'utilisation possible. OK. Je vais revenir tantôt, parce que vous avez plusieurs branches, mais mettons, moi, je suis un producteur, c'est-tu moi qui vous appelle? Comment ça fonctionne? J'ai un projet, parce qu'on veut toujours s'améliorer. Alors moi, je suis producteur, peu importe, dans un maraîcher, dans fraise, mais je vois peut-être une opportunité, mais j'ai besoin d'aide, je ne sais pas où commencer. Alors, est-ce que c'est le producteur qui vous contacte ou c'est via un autre organisme, ou comment ça fonctionne? Je dirais qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, là. Okay. Je dirais que tous les exemples ont déjà été explorés, mais souvent, je prenais l'exemple, en ce moment, on est chez, je pense, une douzaine de producteurs de fraises, encore là, dans différentes régions. On a fait affaire avec l'Association des producteurs de fraises framboises pour dire, il y a une thématique de gestion de l'eau, on va identifier des entreprises chez qui on va s'installer. Fait que c'est des fermes qui sont intéressées à faire des projets parce que, on essaie de déranger, entre guillemets, le moins possible l'entreprise ou le producteur, mais il reste qu'on est là. Puis, je dirais que c'est c'est un peu la façon de faire. Dans d'autres cas, il y a toutes les... Un peut t'appeler, ça peut être un organisme. C'est sûr que c'est plus souvent un aspect important des projets de recherche, c'est que ça prend quand même des fonds, ça prend de l'argent. Fait que souvent, il faut monter un projet, il faut qu'il y ait une fenêtre. Des fois, les programmes ne sont pas toujours ouverts. Il faut qu'il y ait une fenêtre. Mais on est toujours ouvert à discuter avec les producteurs. Après ça, quand il y a peut-être un programme qui sort, ça serait peut-être l'occasion de déposer dans un projet qui pourrait en faire régler ou du moins traiter cette problématique-là. Puis... Mais vous êtes souvent sujet à attendre, y a-t-il un programme, y a-t-il quelque chose qui existe? Exemple, si je m'en vais dans le maraîcher, mettons, on m'en va dans les fraises, je voyais qu'il y avait une association qui existe des producteurs de fraises ou de framboises. Donc, mais le producteur, lui, va en mettre un peu. Des fois, l'association peut en mettre aussi parce que ça va bénéficier à tout le monde par la suite. Après ça, il y a le gouvernement, évidemment. Oui, parce qu'essentiellement, on fait un peu de recherche privée aussi, mais essentiellement, c'est de la recherche publique. Fait que c'est sûr que l'essentiel des fonds vient du public, mais souvent, en tout cas, il
il y a certaines associations de producteurs aux fédérations qui ont un fonds de recherche pour justement permettre de déposer et développer des projets comme ça. Là, il y a toujours une partie de contribution, si on veut, je ne veux pas endormir personne, mais contribution en argent ou en participation de nature qu'on appelle, là, justement qu'on est sur une entreprise, mais le producteur participe, il donne son temps au projet, on prend une partie de ses terres, on essaie de ne pas faire de catastrophe. Là. Mais... Carl Boivin, là, on a vu dans les dernières... Parce que je voyais, tu sais, vous occuper en fait, du fruitière, du maraîcher, puis tout ça. Puis on a vu avec, il y a quelques années, évidemment, là, on est en juillet 2023, je le rappelle, mais... Tu sais, avec la pandémie, on a vu des gens qui se sont pas improvisés producteurs, mais on a senti qu'il y a des gens qui voulaient s'en aller plus dans les petites, en fait, dans le maraîcher, des choses de même. Vous autres, ça a-tu changé quelque chose? Est-ce que vous avez eu des téléphones qui ont sonné, qui ont dit hey, nous, on aurait un projet, pouvez-vous nous aider à partir? C'est pas tout à fait ça votre rôle? Ou, mettons, moi, j'arrive de la ville, hey, j'ai acheté un petit bout de terre, puis j'ai assez pour faire du maraîcher. Est-ce que vous autres intervenez là-dedans? Pas vraiment. S'il y a un projet spécifique, oui ou... Ben, je dirais que les résultats de nos projets servent à l'ensemble des producteurs agricoles, mais c'est pas notre rôle là, d'appuyer ou de vraiment quelqu'un qui est en démarrage, à démarrer. Là, il y a d'autres organismes pour ça. Là. Mais est-ce que vous avez senti avec depuis quoi 2019, avez-vous senti des changements au niveau de la production maraîchère ou au niveau ça n'a pas je ne peux pas parler pour les autres équipes. Moi, j'ai pas perçu ça. On le voit peut-être un peu plus maintenant sur quand on affiche justement pour aller avoir des étudiants d'été. On dirait qu'il y a on sent quand même qu'il y a un engouement dans les écoles d'agriculture ou que on enseigne. Pas par le passé, mais dans le passé récent, on a vu peut-être c'était plus difficile de recruter. Là, on sent peut-être qu'il y a un petit peu plus de monde là, qui sont intéressés là, par ce domaine-là d'études. OK. Carl Boivin, là, je reviens à l'eau, parce que la gestion de l'eau est importante. Là, cet été, je me répète, mais tu sais, on est en juillet, on est en 2023. C'est important de se rappeler de la météo. Il y a des places, il y a de la pluie extrême, puis il y a d'autres places, c'est les feux. Il n'y a pas de... Comment vous voyez ça, l'avenir, tu sais, comment... Parce qu'on le voit, là, veut pas, ça change. On dit c'est pas nouveau. Non, c'est pas vrai. Ça change tranquillement. On le voit qu'il y a des gros coups d'eau. Alors pour vous autres, éventuellement, ça va emmener des nouveaux défis, des nouvelles, parce qu'il y a des productions qui sont plus affectées que d'autres? C'est sûr que on reste toujours, comme je disais tantôt, on reste toujours, on veut rester à jour. À jour, On est à l'écoute là, des problématiques du milieu. Moi, j'ai mes lunettes de gestion de l'eau. Souvent, quand on parle de vulnérabilité au stress hydrique, on parle souvent d'un manque d'eau, mais ça peut aussi être occasionné par un surplus d'eau. Fait que l'entreprise agricole, elle a un paquet, hormis l'irrigation, il faut qu'elle gère la mise en marché, souvent la gestion des maladies, des insectes, tout ça, la main-d'œuvre, mais même dans la gestion de l'eau, elle doit, quand il y a des périodes où il n'y a pas de précipitation, il faut qu'elle intervienne pour pallier à ça. Il faut qu'elle soit aussi outillée pour évacuer l'eau rapidement s'il y a beaucoup d'eau, comme on le voit dans les derniers jours, dernières semaines. Fait que le producteur agricole est toujours, je dirais, en mode... il faut toujours qu'il soit à l'écoute puis assez... prêt à réagir. Prêt à réagir. Puis nous, on essaie d'offrir ou de proposer le plus d'outils, entre guillemets, qui peut servir aux entreprises. Je sais que ma question est large, là, mais y a-t-il une production, là, je vois animale, fruitière, maraîchère, grande culture, y a-t-il une production que l'eau, s'il y a un manque, on va commencer avec le manque d'eau, s'il y a un manque d'eau, ça affecte moins qu'un autre? C'est-tu, parce que ça prend toujours un équilibre, on le dit toujours, mais c'est-tu les grandes cultures qui vont moins souffrir? C'est-tu, des fois on dit, il y a eu beaucoup de soleil, les fraises sont belles. Je dis n'importe quoi, là, mais dans le sens que, tu sais, y a-t-il une production que si on manque d'eau, c'est moins affecté. Je sais que ma question est large. On pense souvent, oui, elle est large la question, mais ça dépend combien de temps on a. Non, on a du temps. Souvent, on parle de la culture, mais il faut mettre cette culture-là dans un contexte. Dans ce contexte-là, il y a le sol. Déjà, les pommes de terre, souvent, c'en est des sols plus légers. Fait que déjà, on peut penser, à part certaines exceptions, comme à Kamouraska, on fait des pommes de terre dans de l'argile, mais normalement, c'est assez léger. Fait que déjà, on sent que c'est un sol qui retient moins l'eau, mais on peut avoir aussi des sols un peu plus lourds. Fait que si on pense, par exemple, aux plantes fourragères, si on dit est-ce que c'est pertinent, par exemple, d'intervenir avec l'irrigation des plantes fourragères, mais c'est pas la bonne question. Moi, je dirais que c'est plus, est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels ça serait pertinent? Fait que là, il faut penser au sol, il faut penser aussi à la dinde des producteurs laitiers, des producteurs de bovins de boucherie qui n'ont pas la même réalité, qui n'ont pas les mêmes outils non plus pour... parce que les plantes fourragères vont servir à alimenter le troupeau,
mais de façon beaucoup plus importante pour les bovins de boucherie. Il y a aussi un contexte de coût des terres, combien que ça coûte, parce que si je veux sécuriser mon approvisionnement en foin, est-ce qu'il faut que j'augmente ma superficie de terre? Dans certains cas, il n'y a pas de terre disponible ou le coût va être trop élevé. Très élevé, il y a des endroits, c'est... Puis on l'a vu il y a quelques années dans le Bas-Saint-Laurent, oui, ça, tu sais, quand on manque de foin, on peut en acheter, mais si tout le monde en manque, quand même, ça devient compliqué. Fait que, je reviens avec ma question, est-ce que c'est pertinent d'irriguer plantes fourragères? Je peux pas répondre à ça, mais il y a certainement, on a des projets là-dessus d'ailleurs, mais il y a certainement des contextes où cette pertinence-là pourrait s'exprimer. Parce qu'en bout de ligne, il y a un volet économique, mais et après ça, dans le fond, c'est un équilibre qui est important. Ça prend de l'eau, puis on dit ça en prend pas trop quand c'est le temps, mais ça en prend quand c'est le bon temps. C'est pas facile. Mais ça, on ne contrôle rien de ça, là, on s'entend. Non, puis il y a des cultures plus... je dirais, si on pense à la fraise, là, qu'on appelle la fraise à journeuse, souvent, en fait, principalement, elle est produite sur un sol qui est buté, recouvert de paille de plastique. Fait que souvent, c'est une culture qui est un peu plus dépendante à l'irrigation, je dirais, parce que, c'est plus intensif. En même temps, la valeur par unité de surface des fraises, un hectare de fraise génère beaucoup plus de revenus qu'un hectare de plantes fourragères. Pas que la fraise est plus importante, mais c'est peut-être plus facile de justifier économiquement là, les investissements que l'irrigation en fait nécessite. Que ça demandait, parce que... Puis en même temps, c'est pas rare d'avoir un producteur qui a plusieurs centaines d'acres de plantes fourragères, alors que les fraises, c'est plus réduit. Fait que le volume d'eau... C'est moins un volume aussi des fraises que tu sais, c'est un moins grand volume de production que... Fait que c'est plus facile de trouver l'approvisionnement ou d'avoir un impact qui est moins important là, sur le milieu quand on prélève de l'eau pour irriguer ces cultures-là. Là. Fait que c'est... Mais mettons qu'on parlerait d'un projet précis, parce que ça fait quand même une quinzaine d'années, plus avec l'IRDA. Mettons un projet, si je vois dans le maraîcher, là, un projet que vous êtes content que vous avez réalisé ou que ça a aidé à la production en général. Je parle pas juste du producteur, mais en général. Si exemple, je parle de fraises ou de framboises, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a des fraises, des framboises, mais c'est comme le reste, ça évolue. Il y a des techniques, il y a des nouvelles affaires qui arrivent. C'est un projet que vous dites, on a fait ça, le producteur a sauvé de l'eau, ou je sais pas, il a économisé de l'eau, il a économisé quelque chose qui a fait qu'il y a eu un meilleur rendement. C'est dur de mettre le doigt sur un projet, puis ça va paraître un peu bizarre. Je vais prendre un petit détour, mais quand on dit si on irrigue, souvent si on améliore la gestion de l'eau, ça veut pas nécessairement dire qu'on va prendre moins d'eau. Même souvent, ça va prendre plus d'eau. Okay. Mais l'efficacité d'utilisation de cette eau-là va être plus grande. Parce que ce qu'on a remarqué dans les 15 dernières années, parce qu'on a suivi beaucoup d'entreprises, c'est que souvent, en tout cas, c'est peut-être plus pour les initiés, mais la fréquence des irrigations, en fait, la durée est souvent trop longue. Puis la fréquence, il ne faut pas généraliser, mais souvent, la fréquence devrait être, en fait, augmentée. Fait souvent, il faudrait finalement irriguer moins longtemps puis plus souvent. Mais il y a des façons de savoir à quel moment toujours évident irriguer. À faire. Là, c'est pas toujours évident à faire, parce que le producteur, il faut qu'il navigue au travers d'un paquet de facteurs. Fait tu sais, souvent, je sais pas, je peux me permettre l'analogie, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais le livre de Marie Curie qui me disait, elle a découvert le radium, elle l'a pas découvert tout seul non plus, mais la recherche, on découvre pas toujours quelque chose qui je sais pas, comme Marie Curie qui découvre le radium, je pense que c'était le radium, mais souvent, on avance certains points, puis le projet suivant va amener le point un petit peu plus avancer. Loin. Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, tantôt, je parlais de diminuer la vulnérabilité au stress hydrique des systèmes agricoles, mais on a travaillé beaucoup dans la gestion de l'irrigation dans les dernières années, puis d'essayer d'améliorer, donner les outils aux producteurs pour qu'ils soient capables d'améliorer cette gestion-là. Fait qu'on a travaillé sur on a travaillé sur différents aspects, autant sur le système d'irrigation que je pense aux pommes de terre. On a comparé, pommes de terre, souvent ils ont l'air toutes pareilles, mais il y a plusieurs variétés de pommes de terre, puis encore là, je reviens un peu à ma question tantôt. Si on dit, à quelle, par exemple, si on parle d'irrigation, on parle souvent de consigne ou déclencher l'irrigation. On dit, à quelle consigne on déclenche l'irrigation dans la pomme de terre? Je parlais du sol tantôt, il faut s'intéresser au sol qui est peut-être un petit peu plus homogène dans le cas de la pomme de terre, mais déjà, les variétés vont faire que le besoin en eau va être différent. Fait que dans différents essais, on comparait des variétés pour voir, si je la maintiens dans un confort hydrique, est-ce qu'elle va finalement va avoir des rendements qui sont meilleurs ou elle peut tolérer un certain stress hydrique ou une contrainte de prélèvement en eau si on veut. Fait que ces façons-là ou ces projets-là, en fait, je réponds pas à ta question, j'ai pas de projets qui sont... Non, mais souvent, on essaie de justement de faire des projets qui... En fait, on fait avancer à chaque fois un peu là,
Jusqu'à quel point, parce que je sais, vous êtes des gens de terrain, vous allez sur le terrain, parce que souvent, les producteurs vont avoir des très bonnes solutions. C'est juste de les mettre en application. Il doit y avoir un pourcentage que vous êtes parti avec une idée de ouais, on a un projet aujourd'hui chez tel producteur. Finalement, on arrive là, puis lui, il vous donne ses grandes lignes, puis ça a du sens. C'est juste de les rassembler ensemble. Est-ce que il y a une grande partie que vous utilisez le producteur? Parce que la personne de terrain, producteur, productrice, la personne de terrain, là, elle connaît sa terre, elle connaît ses besoins. Est-ce que vous, là-dedans, vous dites, OK, mais non, ça n'a pas de bon sens ce que tu nous dis, puis nous, on arrive avec une idée. Comment vous avez réussi à mettre ça ensemble? C'est-tu... parce qu'il y a des producteurs, il y a des gens, producteurs, productrices, il y a des gens de terrain, mais c'est des gens de débrouillards aussi, c'est des gens d'innovation également dans le domaine. Je sais pas si ma question est claire. Prenez-vous de ce qu'ils vous disent, puis oui, on va l'appliquer, puis ça a du sens, puis on va juste vous le mettre, on va vous le compter, on va vous le quantifier, on va vous le... En fait, il faut rester dans un cadre de projet de recherche. C'est sûr qu'il y a un protocole, on arrive avec un dispositif, il y a des répétitions, il y a des trucs qu'on fait. Une des raisons pour qu'on fait ça chez les producteurs, c'est pour avoir le feedback du producteur aussi, pour savoir c'est beau de faire des essais, mais il faudrait que ces essais-là soient... il faudrait qu'un producteur se dise « ça n'a pas de bon sens, je ne ferai jamais ça ». Ou finalement, mais... Souvent, je dirais que c'est un win-win parce qu'on espère apporter quelque chose à l'entreprise. En même temps, si ça se passe bien, ce projet-là, ce producteur-là va devenir un peu un ambassadeur vis-à-vis les autres producteurs pour faire la promotion un peu des résultats de ce projet-là. Mais je pourrais peut-être pas une anecdote, mais des fois, on compare l'irrigation, c'est déjà arrivé, on a comparé des consignes d'irrigation, des différents seuils d'intervention là, avant de déclencher l'irrigation, puis on a un traitement qu'on appelle producteur. Fait que là, on dit, ce traitement-là, c'est le producteur qui va irriguer. Puis là, il nous regarde aller finalement, puis souvent, le traitement producteur finit un peu comme notre traitement. Pas que notre traitement est meilleur, mais là, tout d'un coup, il y a un certain... ça le fait un peu, ça leur met un peu en question dans sa façon d'intervenir. Puis en même temps, souvent, il y a un paquet de facteurs, pas un paquet, mais il y a certains facteurs des fois qu'on oublie dans c'est beau justement, cette gestion-là de l'eau, cette gestion-là, peu importe de autres facteurs qu'on regarde, le producteur, lui, doit intégrer ça au travers de la gestion phytosanitaire, de la gestion des employés. Il faut des fois qu'on parle en tout cas, il y a différents facteurs qui font que je trouve que de réaliser des projets en contexte réel de production, ça nous permet je dirais déjà en partant de s'assurer que en tout cas de challenger un peu le projet sur sa je cherche le mot là, mais sur mais quand vous arrivez les producteurs, dans le fond, vous avez une belle réception des gens parce que en réalité, si vous arrivez à une place parce qu'ils ont un besoin ou vous avez expliqué comme il faut avant votre projet de recherche là. Mais c'est sûr qu'on cogne pas à la porte et on dit on s'est installé dans ton champ 2 à côté de ça arrive-tu? Non, ça arrive pas. C'est ça, hein, c'est ça. À moins qu'on se soit trompé parce que des fois les terres sont grandes puis on s'installe pas à bonne place. Mais un a vendu à l'autre, puis on le sait pas, puis finalement, c'est ça. déjà arrivé aussi en cours de projet. OK. Mais généralement, justement, là, au fil des années, on s'est construit, je dirais, une banque d'entreprises où on connaît un peu puis aussi, entre les équipes de recherche, pas qu'on s'échange, mais souvent, il y a plus qu'une équipe sur une même entreprise. Parce que c'est souvent un peu on est chez beaucoup d'entreprises, mais souvent, quand il y a quand même un contexte... parce qu'un projet de recherche, justement, ça demande comment je dirais ça, il faut une certaine... Il y a un certain protocole où il y a un certain... un décorum, une documentation aussi à avoir. Des fois, il y a ça cause certains problèmes aux producteurs quand même de nous accueillir. Fait que, mais je veux dire, on rentre pas de force chez une entreprise. Puis généralement, c'est assez, je dirais, facile de... Parce que je finirai en disant que le producteur chez qui on est, oui, c'est de la recherche publique, mais si on fait un projet qui dure 2-3 années, lui, il est comme je dirais, il est un spectateur privilégié de ce qu'on fait. Puis lui, oui, c'est public, mais il peut déjà pour lui, il y a un avantage par rapport aux autres qui... Exactement, parce qu'il va l'avoir vécu. Je rappelle mon invité qui est Carl Boivin, qui est agronome, qui est chercheur à l'Institut de recherche, en fait, IRDA à Québec. Vous écoutez le Balado agricole Soleno. Carl Boivin, on est de retour au Balado agricole Soleno, puis je veux qu'on parle de l'eau. Là, l'eau, de plus en plus, c'est important. Il y a des grands défis qui s'en viennent. Il y a des gens qui vont devoir en emmagasiner. Il y en a d'autres. Tantôt, on a effleuré un petit peu. On dit, il y en a qui ont peut-être un peu trop d'eau. Il faut la gérer autrement. Mais en 2023, en 2024, là,
on a tous peur de manquer d'eau. Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs également qui ont des besoins. Comment on va gérer ça? Là? On a-tu déjà commencé à préparer des projets de recherche? On a-tu des idées? Pas simples, facile à dire, mais pas facile à faire. C'est quoi les grands défis? La peur de manquer d'eau? Parce qu'il y a plusieurs cultures, vous allez me dire. Il y a des grandes cultures, il y a du maraîcher, il y a de l'animal. Ça prend de l'eau. Je pense à des producteurs qui ont peut-être 200, 300, 400 vaches. Ils ont besoin d'eau. C'est pas... Puis on voit des sécheresses, des fois, qui sont de plus en plus longues. Pas évident. C'est pas évident, puis je dirais que c'est une problématique qui s'attaque, entre guillemets, via différents... en fait, il y a différents axes d'attaque. Franchement, il y a l'approvisionnement, il y a la gestion de cette eau-là. Même dans un contexte qui n'est pas irrigué, il y a quand même en fait... pas simple. Pas. Non, mais c'est pas. Non, mais je comprends parce que le défi, c'est l'eau. C'est l'eau. Moi, je vois des gens, je manque d'eau. D'autres, ils ont dit, on aimerait ça peut-être la récupérer, parce que finalement, j'en ai un surplus. Comment je peux, je peux-tu la magasiner, je peux-tu en garder, qu'est-ce que je peux faire avec? Dans le fond, je sais que la question est large, mais le défi de l'eau est extrêmement important pour les prochaines années. Moi, je dirais que peut-être ce que j'essaie de proposer aux producteurs, ou aux producteurs, oui, mais c'est peut-être d'y aller, c'est d'essayer d'évaluer à quelle vulnérabilité sont exposés, leur vulnérabilité au déficit, au stress hydrique. Puis ça, c'est de faire vraiment le tour de tous les usages de l'eau qu'il y a sur une ferme. Parce qu'on pense, oui, à l'irrigation, mais il y a aussi la pulvérisation des pesticides. Il y en a qui hébergent beaucoup de main-d'œuvre. Si on pense aux productions fruitières, surtout aux fraises. Il y a aussi le lavage des légumes qui peut prendre de l'eau. Il y a aussi, il y a différents usages. On n'a pas idée, mais ça consomme beaucoup, là. Ça peut consommer beaucoup. Puis, il y a différentes aussi exigences de qualité dans tout ça. Fait que ça, oui, des fois, le volume y est, mais des fois, la qualité ne répond pas aux exigences que l'usage en question, exige. Fait que, déjà, il faut faire le tour de tous les usages, puis il faut essayer d'y aller le plus quantitativement possible, puis ça c'est difficile, puis voir c'est quoi mes besoins. Bon, pesticides, le lavage des légumes, ça s'évalue bien. Souvent quand on dit, en contexte, est-ce qu'il faudrait que j'irrigue? Parce que les producteurs qui irriguent, est-ce qu'ils peuvent améliorer leur gestion de l'eau? Probablement. Il y a des producteurs qui irriguent pas, qui se posent la question, est-ce que je devrais investir pour irriguer? Dans certains cas, c'est évident, mais dans d'autres, ça ne l'est pas. Puis des fois, on peut... Moi, je dirais ça c'est pour ça que je parlais de quantitatif tantôt, parce qu'il faut essayer d'appuyer ça sur des aspects, en tout cas, d'essayer de le mesurer le plus quantitativement possible, mais encore là, c'est difficile, parce que c'est facile de se laisser emporter par les émotions. Je suis pas producteur, mais souvent, des fois, quand on intervient avec l'irrigation, des fois, c'est pour calmer le stress du producteur avant de calmer le stress hydrique de la plante. Mais parce que on n'a pas... En fait, ça existe tous des producteurs, exemple, qui sont le long du Saint-Laurent, on peut pas pomper dans le Saint-Laurent, c'est salé, ça serait... Techniquement, ça pourrait se pomper, mais ça faudrait que ça soit comme traité. Je lance ça à titre d'exemple de même. Là. Il y a un exemple à l'île d'Orléans d'un producteur qui puise, qui prélève de l'eau dans le fleuve. Est-ce qu'il y a le doigt? Ça, c'est légal? Non, c'est légal. C'est légal? OK. Le chemin, quand même, ça demande un certain chemin, parce que ça implique là, du traitement, puis tout des instances fédérales, provinciales, municipales pour les traitements. Là, je ne suis pas un spécialiste. Pas des traitements, mais des Non, mais au moins, ça se fait, c'est ça, je ne savais pas si... Parce que... Bon, le fleuve est salé, mais le front salin arrête à peu près là, un peu à la pointe de l'île d'Orléans. Puis bon, c'est pas... Il y a une certaine salinité qui peut être tolérée. Mais cette eau-là, d'ailleurs, ça a fait même il y a eu des projets à l'IRDA qui ont été réalisés là-dessus, sur justement... parce qu'on pompe au fleuve, c'est pas mon projet, mais c'est un projet qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on ramasse des larves de moules zébrés. Parce que on s'en était pas rendu compte, mais une fois qu'on a pompé cette eau-là dans des étangs, on s'est rendu compte que oui, il y avait des moules. Fait qu'il fallait régler ça. Fait qu'on a pensé à des filtres au sable, des trucs comme ça. Fait que ça a été quand même un bel exercice d'ingénierie parce que l'île d'Orléans n'est pas à hauteur du fleuve. Il y a quand même un défi pour monter cette eau-là, pour traiter cette eau-là, pour l'amener à une qualité qui répond aux exigences. Là, dans ce cas-là, c'est des fraises. Parce que c'est toute une organisation, c'est tout un chemin que l'eau doit prendre, là, parce que c'est ça, faut pomper tout le temps, on n'a pas le choix. Mais en même temps, dans beaucoup de municipalités utilisent cette eau-là comme eau potable. Mais puis justement, je parlais d'île d'Orléans, c'est quand même c'est un beau laboratoire pour la gestion de l'eau, parce que ils sont entourés d'un fleuve. Je dirais que ça demande c'est pas toutes les entreprises qui peuvent pomper au fleuve, mais il reste que puis justement, les producteurs à l'île, il n'y a pas beaucoup de cours d'eau. Ça fait longtemps, en fait, qu'ils sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement parce qu'ils
l'essentiel de la source d'eau, c'est des étangs creusés. Puis pour l'IRDA, il y a plusieurs cultures quand même. Fait que pour vous autres, c'est un beau terrain de jeu, façon de parler. Ouais, c'est proche, à la proximité de la ville de Québec. Scientifique, fait que ça... Mais je reviens tantôt, si on dit on a le droit de pomper, parce qu'on le sait que ça va être un problème. C'est déjà un problème, puis pour plusieurs, il y en a qui sont, ils songent, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on a le droit aussi de prendre l'eau, un producteur qui est long d'une rivière, est-ce qu'il a le droit de la même affaire? C'est-tu réglementé différemment? Il y a je suis pas un spécialiste en réglementation, on peut pas en faire abstraction, mais il y a différentes réglementations qui existent au Québec. Si tu es dans le bassin des Grands Lacs, si tu es hors bassin des Grands Lacs, c'est quoi ton besoin en eau? Tantôt, on parlait justement comment évaluer ces besoins-là. Ben justement, l'entreprise je dirais que la première, quelqu'un qui irrigue pas, puis même qui irrigue, la première chose à faire, c'est de vérifier avec son conseiller c'est quoi la réglementation en vigueur où je suis. Est-ce que ça me prend un permis? Parce que si tu t'installes pour irriguer, puis après ça, finalement, tu n'avais pas le droit de prélever cette eau-là, ben là, ça peut devenir quand même assez lourd financièrement pour supporter un système d'irrigation finalement que tu ne pourras pas rentabiliser parce que tu n'as pas le droit de prélever ou pas autant que tu aurais pensé. Parce que il n'y a pas juste le domaine agricole qui puise dans les cours d'eau, il y a le municipal, il y a l'industriel même parfois, puis même le récréatif, là, il ne puise pas, mais il sert de cette eau-là. Là. Carl Boivin, je termine avec la petite partie eau. Si on dit on aurait un top 3 à faire dans les prochaines années, la partie la plus importante pour un producteur, c'est-tu la gestion de l'eau, garder son eau, avoir de l'eau? Tiens, on va dire tout simplement ça de même, avoir de l'eau, c'est ça qui est prioritaire. Ça va me dire ça dépend de la production, ça dépend, mais de l'eau, on n'a pas le choix parce qu'on entend beaucoup de choses, hein, on voit beaucoup d'affaires, là, on le sent que ça change, il y a des longues périodes de sécheresse où il y a des accumulations d'eau qu'on n'avait pas vues avant, des grosses précipitations. Peux-tu dire que c'est un des principales, sujet ou principal défi de la production agricole? C'est quand même vital. Là, c'est quand sûr, je suis biaisé parce que je suis en régie de l'eau. Ouais. Mais quand même, on le dit aux gens. Je dis souvent, la plante, c'est pas un aspirateur. Là. Elle va pas chercher ses éléments nutritifs en aspirant. Elle va les chercher avec de l'eau. Fait que s'il n'y a pas d'eau, c'est pas juste un stress hydrique, c'est qu'elle n'est pas capable d'aller chercher ses éléments nutritifs. En même temps, s'il y en a trop, ben là, il y a besoin, il faut que ce soit un milieu aéré pour que les prélèvements, on fera pas un cours d'agronomie, mais il reste qu'une plante qui est 2 pieds dans l'eau, ben elle n'est pas plus capable de prélever. Fait en fait, il faut donner, l'été, c'est court au Québec, puis en même temps, les producteurs font, si on pense aux producteurs de fraises, c'est un milieu qui est très compétitif, il faut compétitionner avec des producteurs qui viennent, la compétition vient pas nécessairement de l'intérieur du Québec, mais de l'extérieur plutôt. Fait que ces producteurs-là, ils doivent occuper le marché le plus longtemps possible, être efficaces. Donc, ils peuvent pas... Il faut qu'il y ait des systèmes culturaux qui sont efficaces. Puis c'est clair que s'il manque d'eau, s'il y a trop d'eau, en fait, ça prend l'équilibre. Puis c'est l'équilibre dans tout. Fait que c'est... Pour un producteur agricole, c'est tout qu'un défi de produire dans un contexte comme ça. Carl Boivin, je veux revenir... temps file, là, il nous reste encore quelques minutes, mais je veux revenir sur un beau projet. En fait, il y en a eu 3 en 2022 à l'île d'Orléans. Vous étiez là avec des collègues également. Il y a eu 3 réservoirs qui se sont installés. Puis on l'a bien documenté, on s'entend. On a fait un projet avec Soleno aussi. Il y a eu un gros réservoir d'installer sur une des fermes à l'île d'Orléans parce que là-bas, il y a quand même 220 travailleurs juste pour une ferme, là, des travailleurs étrangers. Alors, il y avait un certain problème d'eau, si on veut. On a récupéré de l'eau. J'aimerais qu'on explique un peu ce qu'on a fait là, parce que c'est quand même important. Tu sais, tu as quand même 220 travailleurs sur une ferme, là, puis il y en a plusieurs à l'île. Ben justement, quand on parle d'approvisionnement en eau, on peut pas inventer des sources d'approvisionnement. Fait qu'un producteur, quand il dit, bon, ben là, j'ai pas de cours d'eau, de toute façon, on peut pas alimenter nécessairement un bâtiment qui héberge la main-d'œuvre avec de l'eau qui vient d'un étang, mais là, il dit, bon, ben j'ai juste des étangs, j'ai pas de cours d'eau, j'ai un puits artésien, mais il y a une limite, ce puits-là. C'est vrai. Fait que là, on se dit, bon, ben c'est quoi mes sources? Parce que là, ben justement, on a parlé avec la MRC, il y avait, parce que, bon, ben l'île d'Orléans, c'est très agricole, fait que la MRC est très, je dirais, est très, pas impliquée, mais est très... proche, elle suit ça de proche. Ben je pense que c'est plus de 80% de l'île qui est agricole. Donc, la MRC était très intéressée, en fait, à ce projet-là qui a commencé un peu il y a 3 ou 4 ans. Donc, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on pourrait récupérer l'eau de pluie? Parce que ça se fait déjà dans des en milieu commercial ou des bâtiments là, qui, je dirais, en tout cas, des bâtiments pour capter de l'eau, puis tout ça, ouais. Puis en agriculture, on dirait que c'est quelque chose qui était pas qui se fait pas du tout, mais en tout cas, qui est pas...
qu'on rencontre pas souvent. Fait qu'on s'est dit, bon, ben il y a eu une occasion, justement, il y a un programme qui dans lequel on pouvait déposer. On s'est dit, bon, ben qu'est-ce que ça pourrait impliquer de capter de l'eau de pluie puis la valoriser en contexte agricole. Fait qu'on s'est dit, bon, ben il faut la capter, ça prend des surfaces. En milieu agricole, il y a beaucoup de surfaces. On parle souvent d'entrepôts là, qui ont de bonnes dimensions. Puis jusque-là, ça coûte rien, ces toits sont déjà là. Fait que dans certains cas, on a rajouté des gouttières. Puis là, maintenant, comme on parlait justement d'un bâtiment qui héberge beaucoup de main-d'œuvre, on s'est dit, qui exige une qualité d'eau qui... j'aimerais spécifier que c'était pas pour l'eau potable, c'est pour l'eau... ce qu'on appelle l'eau grise, souvent, là, mais il reste que la qualité de cette eau-là doit quand même être, en fait, la qualité eau potable, même si on la boit pas. Donc, on s'est dit, cette eau-là captée, on pourrait la stocker dans des réservoirs. Puis c'est là que finalement, c'est là que le projet en fait c'est ficelé. On s'est dit c'est pour ça qu'on s'est dit Soleno, c'est intéressant parce que justement dans ce cas-ci c'est un projet pilote. On voulait qu'on parlait de recherche appliquée, mais dans ce cas-ci c'est encore, je dirais, plus appliqué qu'un projet de recherche appliquée parce qu'on veut que cette solution-là soit en fait pratiquement... C'est parce que c'est en fait, je vais reculer de 2 cases, mais pourquoi en milieu agricole, on fait pas la valorisation de l'eau de pluie, c'est que souvent on dit un projet pilote, ça va répondre à certains ou diminuer certains risques. Fait qu'on s'est dit combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire pour installer ça, c'est quoi les fournisseurs, il faut la traiter cette eau-là, c'est quoi le volume d'eau que ça prend pour... Fait qu'en fait, le projet veut répondre un peu à tout. Il y a un volet où on regarde la qualité, combien que ça coûte, combien que ça pourrait répondre à combien de pourcents du besoin, puis en bout de ligne, on dit, un producteur, une fois que le projet est terminé, nous, on vend pas... on vend une expertise, mais il reste que, une fois que le projet est terminé, si le producteur veut faire de la valorisation de l'eau de pluie, il peut appeler des entreprises, puis il y a un compte, quelqu'un va répondre, mais justement, c'est pas nous qui vont appeler, mais c'est justement une entreprise comme Soleno ou une autre entreprise. Parce que le projet qu'on parle, c'est un 35 mètres cubes d'eau, ça a permis, il y avait quand même, comme on dit, 220 travailleurs environ, fait que ça a servi à de l'eau grise, donc c'est de l'eau, normalement, qu'on aurait puisé d'un puits, puis qui aurait servi pour la salle de bain, exemple, la toilette, là, c'est de l'eau qu'on a captée, puis qu'on a emmagasiné, puis qui va servir, en fait, qui sert actuellement un peu là, à tout ce qui est le système sanitaire. Oui. Est-ce que... Parce que je pense que c'est pas fréquent de capter l'eau. On commence peut-être juste à y penser un peu plus ou à le réaliser qu'il va falloir la capter puis de l'emmagasiner. Parce que ça, c'est un des beaux projets. C'était peut-être pas les premiers que vous aviez fait, mais est-ce qu'on devrait plus en faire des projets comme ça, puis de commencer à y réfléchir, de la capter, l'eau, à partir des bâtiments? Parce que les bâtiments, c'est une belle source d'approvisionnement là, quand il pleut, là, avec une gouttière, puis tout ça, c'est pas très compliqué à installer ensuite. Là. Non, moi, je trouve, c'est sûr que je reviens toujours avec mon contexte. Il y a des producteurs qui manquent pas d'eau. Maintenant, est-ce que c'est... il en manque pas là. Il en manque pas là. Puis même, on n'est pas rendu à cette échelle-là, mais la MRC aussi voyait une certaine... je dirais pas une externalité, mais je veux dire, à un moment donné, quand il y a des gros coups d'eau, ça fait de l'érosion, ça peut briser en tout cas des aménagements là, routiers. Fait que, c'est pas avec les 2-3 sites qu'on a à l'île d'Orléans qui va faire qu'on va sauver le chemin royal, mais il reste qu'éventuellement, si les gros coups d'eau sont un peu, pas nécessairement tout captés, parce qu'on veut pas tout capter, mais au moins que qu'on en capte une partie, ça peut, en plus, en fait, de diversifier les sources d'approvisionnement, mais ça peut aussi peut-être minimiser les impacts que ces coups d'eau-là peuvent avoir. Donc, il y a quelque chose là, c'est un beau projet pilote, puis je pense qu'il y a... Puis après ça, des fois, on part d'un projet pilote, puis il y a toujours place à l'amélioration, où il y a d'autres idées qui vont germer, qui vont arriver également. En terminant, Carl Boivin, parce qu'il nous reste quelques minutes, là, c'est vrai, mais je veux qu'on parle un peu des sols. On parle souvent des sols. Les sols, on dit les sols sont compactés. C'est-tu un peu votre terrain de jeu? Parce que moi, j'entends souvent, on veut faire un projet de drainage, mais est-ce que votre sol est compacté? Puis c'est souvent le problème. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait presque toute leur carrière à dire, expliquer aux producteurs, les terres sont compactées, il faut en prendre soin, il faut lui donner de l'amour, faut commencer à penser à quelque chose. C'est quelque chose que vous voyez, moins peut-être dans le maraîcher, la compaction, mais plus dans les grandes cultures? Tantôt, je parlais qu'on cherche des moyens à diminuer la vulnérabilité au stress hydrique des cultures. La compaction, je dirais que ça fait partie de ça, parce que quand le sol est compacté, la culture s'enracine moins bien. Fait que la culture, elle peut pas aller chercher l'eau où il n'y a pas de racines. Fait que si, par exemple, au lieu d'avoir un 40-45 cm d'enracinement, on a 30 cm, on vient de se priver d'une bonne partie de l'eau qui
finalement, va se retrouver ne sera pas valorisé par la culture. Fait que déjà, la compaction a cet effet-là. En même temps, à un moment donné, on était dans un champ de pommes de terre, puis on s'est dit, bon, les sols sableux, c'est pas vraiment... il n'y a pas vraiment de compaction là-dedans. Mais là, on parle plus de couches indurées, mais même, il y a beaucoup de passages de machinerie dans des champs de pommes de terre, puis on se rend compte que, parce qu'on instrumente beaucoup je ne rentrerai pas dans les détails, mais souvent, pour suivre le statut hydrique du sol, on installe beaucoup de sondes, puis on avait de la misère à installer nos sondes, parce que même si c'était du sable, à une certaine profondeur, il y a une couche où les racines ne passaient pas. Fait que c'est sûr que la compaction, c'est un problème. C'est facile de dire aux producteurs, faudrait que tu règles ton problème de compaction, mais je comprends que c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a un paquet mais il y a sûrement des choses qu'on peut faire pour, du moins, diminuer la... Parce que c'est un sujet qu'on entend. On le sait, les producteurs sont au courant, ils savent, mais à un moment donné, ils ont une obligation de production également. On le disait tantôt, tu peux pas acheter des terres parce que tu n'en inventes pas des terres non plus. Tu sais, tu peux pas... Alors... Tu essaies de... Fait que ça va être un défi, ça aussi, également, là, au niveau... Est-ce que c'est quoi qui peut sauver ça? C'est-tu des robots qui vont rentrer dans le champ au lieu d'un gros tracteur? C'est quoi qui va sauver ça? Parce que ça commence à se parler beaucoup. Il commence à avoir des tracteurs autonomes, on va le dire de même, ou des plus petits tracteurs. C'est sûr que la machinerie, en général, elle n'a pas rapetissé, elle a grossi, puis tout ça, mais ça écrase le sol. Fait que, puis souvent, on est un peu... Justement, la saison est courte, je fais pas un cours en compaction, mais... Souvent, on va travailler le sol à des moments qui sont un petit peu trop humides, mais on peut pas trop attendre. Fait que c'est sûr que ça c'est pas évident. Là. On en parle, mais c'est pas évident non plus pour un producteur. C'est pas évident, mais en même temps, on le voit, la compaction, ça diminue. En fait, ça augmente l'autonomie en eau d'un système culturel. Puis en même temps, quand il y a des gros coups d'eau, un sol compacté va... En fait, l'eau va peut même rester stagnante à la surface du sol. On l'a vu là dans... mais c'est un défi. C'est un gros défi. Ça va prendre quoi? Ça va être quoi l'invention? Il y a peut-être quelque chose il y a quelque chose là, ça c'est sûr. Que moi je garde, c'est sûr qu'il y a une solution. Puis de revenir avec de plus petits équipements, c'est pas évident, les terres sont plus grandes. De revenir tous des producteurs agricoles, je sais pas. Mais il reste que c'est pas toutes les terres non plus qui sont compactées. Fait qu'à quelque part, il doit y avoir, il y a certainement de l'espoir. Okay. Carl Boivin, en terminant, là, je sais que c'est pas évident, mais tu sais, après 15 ans de recherche, j'avais fait je sais pas combien de projets, énormément de projets. Il y en a-tu un sans... tu sais, c'est pas une question, mais tu sais, ça, là, ça a fait avancer, ça a fait qu'aujourd'hui, regarde, les producteurs ont sauvé ça. Ou il y en a-tu un, parce qu'on veut pas, on a toujours un petit projet chouchou, il y a toujours quelque chose, là... plus que je m'attends pas qu'on parle de mon réservoir à l'eau, mais d'autres choses là, en 15 ans là, parce que là ça serait trop ça serait exagéré, mais je comprends, mais ce que je veux dire, y a-tu quelque chose des fois c'est pas des grosses affaires mais qui ont changé complètement une façon de faire ou une production, puis ça va arriver, hein, parce qu'on a tout le temps fait ça de la même façon, puis pendant des années, puis aujourd'hui il arrive quelqu'un qui nous dit tu devrais le faire de même finalement. Moi c'est pas bête, mais c'est pas évident le changement non plus là. Je vais faire un petit détour, mais souvent, je parlais tantôt que d'un projet à l'autre, on accumule certaines connaissances, puis aussi, je suis pas sorti de l'école, je veux dire, au bac en agronomie, il n'y avait pas beaucoup de cours en gestion de l'eau, fait qu'on était quand même un peu... on se forme, de toute façon, on est en formation en continu, si on veut, mais... Je dirais, on parle souvent qu'on veut être utile aux producteurs. C'était pas un projet de recherche, mais c'est un peu un truc qui résumait un peu, en tout cas, plusieurs des résultats de nos projets de recherche. C'est quand on a sorti notre guide de gestion là, sur l'irrigation. Ça, je trouvais ça intéressant parce que ça faisait un peu un outil, ça donnait un outil de travail. Il y a des rapports ici et là, mais là, on a ramassé comme, je dirais, la crème. Si on veut, si on aime la crème, là, c'est un petit peu moins... peut-être qu'on n'aime pas la crème, mais... dans le café, c'est bon. Dans le café, c'est bon. Là, on a fait un guide avec. En ce moment, on est en train aussi de faire un autre outil qui va sortir sous peu, là, mais c'est un outil pour aider l'entreprise à calculer son besoin en eau. Ah, OK. Parce que c'est facile de dire, facile, tu dis, mais tu prends tant, mais là, je parle pas de projet en particulier, mais c'est des projets qui sont rendus possibles à cause d'un paquet d'autres projets qu'on a fait avant. Qui sont cumulés ensemble. Puis je dirais que mon prochain rêve, ce serait, encore là, j'ai pas identifié de projet, mais encore, je reviens à diminuer la vulnérabilité des systèmes agricoles au stress hydrique. Avec tous les projets qu'on a faits dans Pommes de terre, moi, je reste convaincu qu'on pourrait peut-être repenser un peu la façon qu'on cultive, qu'on le fait. Enfin, souvent, je vais parler d'un système culturel ou de l'architecture d'un système culturel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment la pomme de terre, c'est une culture qui est très mécanisée, les billons, on chose, tout ça. Puis
quand on s'intéresse vraiment à la dynamique de l'eau dans ce système-là, quand par exemple il pleut ou quand on irrigue, ça reste un défi parce qu'on l'a essayé puis jusqu'à présent on n'a pas réussi. Puis je suis pas en train de dire que on a fait ça avec des producteurs, mais j'aimerais ça arriver d'améliorer, d'augmenter l'autonomie en eau des systèmes culturels. Puis ça, on a des petits morceaux du casse-tête, je dirais, qu'on ramasse au fil des projets, mais quand j'aurai réussi ça, je vais pouvoir répondre à ta question. Ça veut dire qu'il va falloir que je revienne. J'aurai pas le choix. Ben, il me reste encore au moins, je dirais, une dizaine d'années. Encore une dizaine d'années. Non, mais dans le fond, mais il y a des beaux projets que vous avez réalisés aussi, qu'on en est fiers. On peut-tu en nommer un? On peut-tu, sans nommer la place, ou nommer peut-être, c'est-tu dans le maraîcher? C'est-tu dans les, je sais pas, moi. Ben, on vient de finir un projet en ce moment dans les bleuets, les bleuets nains ou les bleuets sauvages cultivés au lac Saint-Jean. Je trouve que c'est un secteur comment je dirais ça, c'est un beau terrain de jeu pour l'instant. On a fait des essais avec l'irrigation, oui, mais avec aussi du travail de sol ou des trucs justement pour améliorer l'autonomie en eau des systèmes culturels. Puis ça, je dirais que c'est un projet que j'ai trouvé vraiment intéressant. Mais en même temps, ça sort un peu de ta question encore, mais ce qu'on fait des projets en irrigation au Québec, c'est difficile parce que comme là en ce moment, je pense pas qu'on ait de réponse à nos dispositifs où on teste parce qu'on je dirais nos projets, quand il pleut, là. Écoute, les bleuets, c'est une belle. Les bleuets, c'est un beau secteur, les pommes de terre aussi, les fraises. En fait, je trouve que chaque projet ça demande beaucoup d'énergie faire un projet. Mais on est content après, c'est ça. Mais fait que je dirais que chaque projet qu'on monte, c'est un peu c'est parce qu'on a vraiment on souhaite, puis on espère, puis on veut qu'il change de quoi. Puis je dirais pas que j'aime tous les projets égales, mais je dirais les projets qu'on monte souvent, c'est parce qu'on y croit. Puis la quantité d'énergie qui est mise là-dedans, ben c'est les bleuets, c'est encore le lac, c'est encore la place, c'est encore pour. Y a-tu d'autres places au Québec? Je dirais que ça ramasse peut-être 87-10% de... Ça dépend des statistiques qu'on regarde. Il y a un petit peu de canneberge aussi au lac, parce qu'on dit que les terres peuvent être similaires. J'ai-tu raison de dire ça? Il y a certains producteurs qui font de la canneberge. C'est sûr que c'est surtout concentré dans le centre du Québec, mais je dirais qu'il y a un potentiel important de développement sur la Côte-Nord pour le bleuet. Puis on retrouve certaines superficies dans Capitale-Nationale, Charlevoix aussi un peu. Il y a des tourbières qui en ont un peu de bleuet, je pense, ou du... Oui, non. Il reste qu'il y a encore de la cueillette en forêt. Là. J'ai pas parce que le bleuet... une des particularités du bleuet, c'est qu'on l'implante pas, il est là dans certains contextes. Là, souvent, c'est des qu'on retrouve du pin gris. On coupe la forêt de pin gris, puis tranquillement, pas vite, les bleuets, en fait, se prennent le dessus. Fait que ça, justement, c'est une culture qui a beaucoup de défis parce que tu as une variabilité génétique qui en fait, on parle de colonies, mais souvent qu'on parle de fraises ou de pommes de terre, c'est des plants qui génétiquement se ressemblent beaucoup. Donc, quand on fait des essais, la réponse est plus, plus constante il y a d'autres facteurs qui font que c'est variable. Mais dans le cas du bleuet, tu as une variabilité des fois qui est due au sol, à la topographie du sol, mais aussi à une variabilité génétique qui a beaucoup d'avantages parce que c'est pas tous les plants qui vont être sensibles peut-être aux mêmes contraintes de stress hydrique, mais je trouve que c'est une culture importante au Québec, les superficies sont grandes, puis pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'irrigation, mais on sent qu'il y a un intérêt, puis si ces superficies-là sont appelées à de plus en plus s'équiper pour être irriguées, ben je souhaite que ça soit dans ce que j'appelle une gestion raisonnée de l'irrigation. Puis on dirait qu'on a la chance peut-être des accompagner. C'est un peu votre terrain de jeu, l'irrigation. Vous en avez parlé souvent, Carl Boivin, en terminant, mais l'irrigation au Québec, on est-tu bon? Je sais qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui exportent leur savoir à l'extérieur, puis c'est tant mieux pour nous dire, mais on est-tu bon? On est-tu vraiment bon? On est dans les meilleurs dans l'irrigation? Au niveau développement, au niveau recherche, au niveau en général, au niveau... moi, je suis convaincu que oui. Oui. Non, mais c'est... on n'est pas la seule équipe. Il n'y a pas juste l'IRDA il y en a d'autres, qui est en gestion de l'eau. Il y a d'autres équipes. Mais je dirais que c'est encore un secteur qui est peut-être qui a pas autant d'intervenants qu'il y en aurait en gestion de la fertilisation ou en gestion des phytosanitaires. Puis je dirais que c'est un défi parce que je dirais le bac en agronomie, pour revenir à la formation académique, forme de très bons conseillers justement pour la gestion phytosanitaire, la fertilisation, mais il n'y a pas beaucoup de conseillers qui sont adéquatement formés en fait pour accompagner les producteurs en gestion de l'eau.
C'est pourquoi on fait, oui, de la gestion, pas de la gestion, mais on fait des projets de recherche, on fait des projets pilotes, mais on est très présent aussi dans le transfert. On essaie d'intégrer les conseillers agricoles à nos projets de recherche. On essaie de faire beaucoup de vitrines. En fait, on essaie parce que c'est une chose de faire des projets, mais il faut que cette information-là se rende jusqu'au producteur. Puis, du moins, je pense qu'on est excellent en recherche. Je dirais que la partie où il reste probablement, tout le monde peut s'améliorer, mais je dirais que il faut maintenant que le service conseil sur le terrain réussisse à... En fait, il y a un développement à faire pour le service conseil. Mais j'en ai une dernière, là, parce que c'est la mesure. Puis là, je vois le temps qui avance, c'est comme plus de temps, mais j'en ai une dernière. Parce que Carl Boivin, depuis que vous avez... Tu sais, en fait, vous êtes sorti de l'école, vous avez commencé... Moi, je le vois, en tout cas, sur le terrain, je vois des producteurs, des productrices aujourd'hui de plus en plus formés. Il y en a plusieurs, c'est des agronomes de formation. Vous avez dû le voir aussi. Fait que vous voyez le changement également aussi. Fait que faut que tout le monde s'adapte. Mais vous le voyez sûrement, là, tu sais, que ça l'a changé. Parce que les gens n'ont pas juste fait tu sais, ils ont vraiment fait une formation. Il y a des gens qui vont être dans une production X, je sais pas moi, dans les maraîchers, mais qui ont vraiment... Il y en a qui sont agronomes, il y en a qui sont allés même un peu plus loin, tu sais, ils ont fait des vous devez le rencontrer de plus en plus, vous devez le voir, qu'il y a eu un changement également aussi. Ouais. On s'adresse à des gens de plus en plus, j'allais dire, spécialisés. Oui, puis on voit même du monde qui ont des bacs en administration, en économie. Parce qu'il y a une gestion, il y a une entreprise. On n'est plus du tout dans les arpents verts. Moi, j'ai pas écouté cette émission-là, je suis trop jeune. Il repasse des rediffusions. Mais c'est disponible sur YouTube. Les entreprises agricoles aujourd'hui, c'est des entreprises. C'est des entreprises. Souvent, on a souvent, je ne vais pas généraliser, mais souvent, le monde regarde un peu le milieu agricole comme, ça... Je sais pas, ça a l'air... folklore, on va dire ça folklorique, mais c'est des entreprises qui... C'est pas juste... Faut qu'ils soient compétitifs, il faut qu'ils soient viables économiquement, parce qu'il y a du monde qui en vive de ça. Puis c'est de plus en plus compétitif aussi. C'est très compétitif. Puis justement, les producteurs doivent faire face à un paquet d'aléas, pas juste météo, mais des problèmes, un paquet de problèmes mais s'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas... On ne serait pas là. On serait pas là. Carl Boivin, c'était un plaisir. Je rappelle à mes auditeurs, Carl Boivin est agronome et chercheur à l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, ce qu'on appelle en fait IRDA ou l'IRDA, tout dépendant comment on veut le prononcer. C'est à Québec, donc c'est un complexe scientifique. Carl Boivin, c'était un plaisir. J'aurais eu d'autres questions, mais on va s'en garder pour une autre fois. Merci Richard. Fait plaisir. Merci d'avoir été au balado Soif de culture Soleno. Vous écoutez le balado agricole Soleno.